Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es aujourd'hui sur le podcast de Rien, la chaîne où on parle investissement, business et réussite. Alors aujourd'hui, je suis trop content. Ça va être un épisode où je sors l'emoji business en particulier. Ça sera un peu moins un V, je pense. Et quoique, on va peut-être un peu dériver. J'ai la chance de recevoir Geoffrey Dulac. Bonjour Geoffrey. Salut Romain, merci pour ton invitation. Merci à toi d'être venu au pied levé. Encore une belle rencontre des réseaux. J'en reparle rapidement parce qu'à chaque fois on dit ouais les réseaux c'est du digital, la jeunesse elle est dans la gueule dans les écrans. Mais finalement on se rend compte que moi ça me permet de rencontrer plein de gens IRL, in real life. Et donc c'est aussi un bel outil quand on sait bien l'utiliser. Pour revenir au sujet, si toi aussi tu es entrepreneur, chef d'entreprise, tu as envie de lancer un business, mais que tu as la même problématique que tout le monde, c'est-à-dire comment faire du pognon, et je pense que l'épisode il va t'intéresser, puisque on va être au cœur du sujet. Finalement, peut-être comment trouver, au-delà de la bonne idée, la bonne offre, comment la structurer, et puis après, comment trouver les bonnes personnes à qui vendre cette offre. Geoffrey, ce que je te propose en mode icebreaker, comme d'hab, peut-être te présenter rapidement qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à moi aujourd'hui, et après on attaque si ça te va. Avec plaisir, merci encore pour ton invitation. Quoi dire de moi? Euh, Au départ, rien ne me prédestinait à faire de la vente. Au départ, tu vois, je voulais faire de l'audit, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus sécurisant. Très vite, j'ai fait des études à la fac en économie-gestion, et je me suis aperçu que ce n'était pas quelque chose qui me passionnait. J'ai toujours été finalement drivé par les relations humaines, et donc je me suis directement euh, transposé vers la communication. Du coup, j'ai été diplômé en école de communication à Paris. J'ai commencé dans des groupes. Alors, je ne sais pas si c'est un clin d'œil, mais certains notamment financiers, comme BNP Paribas, Big Four américains comme PwC ou encore Ozzy comme du cabinet de conseil. Et je devais notamment très tôt aller sur des fonctions de communication pure. Ça m'a beaucoup appris, mais je voulais être plus proche du client. C'est là où on rentre dans le vif du sujet. J'ai basculé en vente, en sales, et j'ai commencé en startup. J'ai commencé dans le domaine du sales sur les métiers que détestent tous les commerciaux. J'ai fait ce qu'on appelle du SDR. Je devais prendre des rendez-vous Qui toute veut la dire du coup, journée. je connais pas du tout. Alors le SDR, en fait, c'est un profil génial que tu vois essentiellement dans les startups, Ok. qui en fait est là pour passer sa journée à prendre des rendez-vous pour des commerciaux. Donc c'est entre guillemets le Graal pour tout directeur commercial d'en avoir un dans ses équipes. C'est très apprenant et ton taf, en fait, c'est de passer des portes, passer des barrages standards sur des boîtes de 1 à 10 000 Mais salariés. donc c'est quoi? C'est le gars qui fait ce qu'on appelle le cold call, qui passe sa vie à Exactement. phoner, à se prendre des Ouais, murs, et puis il en exactement. passe un sur 100, et là c'est le Graal quoi. C'est exactement ça. Donc, c'est une Ok. école de formation dingue. Donc, je commençais par ça, puis après, je suis devenu sales, responsable grand compte. Pareil, je l'ai fait dans des startups dont peut-être certains ont dû entendre parler. Je travaillais chez Swile, donc Ok. avant qu'ils basculent de Launcher à Swile, donc très apprenant, ou encore chez Side, qui est une filiale du groupe Randstad. Donc, mes clients, tu vois, c'était des boîtes comme Lydia, Content Square, Ardian, Carmignac, RS Jacqueline, donc tout secteur. Et il se trouve qu'à côté, ça fait plus de 10 ans que je bosse de pro plan avec des équipes de personnalités publiques politiques. Donc j'ai eu l'occasion de participer à des campagnes, notamment présidentielles, législatives ou même mairie de Yes. Paris. Ce qui fait que ça m'a permis tu vois, d'identifier des comportements humains autant dans le privé que dans le public. Hmm. Et du coup, depuis 4 ans, de me lancer avec cette idée de réconcilier, alors, je sais que le mot est un peu fort, mais réconcilier les Français avec la prospection. Oui. Oui, c'est sûr. En plus, on en parlera peut-être un peu plus loin dans l'épisode, mais avec les technologies IA aujourd'hui où tu te fais harceler, c'est vrai qu'il y a eu des lois, notamment pour l'anti-spam téléphonique, où on devait éviter les numéros, sauf que maintenant, tu es appelé même par un 0607, donc tu baisses ta garde, et en fait, voilà, maintenant, c'est même plus des êtres humains, c'est des robots à outrance, donc c'est vrai que ça casse un peu la tête. J'espère qu'ils arriveront à un moment à mettre un vrai filtre, du coup, qui fonctionne bien. En tout cas, moi, ce que j'adore dans ta présentation, c'est qu'on sent que tu es vraiment parti de rien. Tu es bien dans la thématique du podcast, avec le côté je prospecte à la dure, et puis comme tu dis, privé et tout, je pense que du coup, ça te fait un bel angle à 360 degrés. J'ai une question du coup, tu as fait appel téléphonique, mais est-ce qu'on fait aujourd'hui encore beaucoup, ou en tout cas à l'époque peut-être, du toc-toc, ce qu'on appelle du toc-toc, du porte-à-porte pour aller débaucher des entreprises et tout, ça se fait encore dans ces métiers-là? Ça se fait totalement. C'est vrai que ça se fait sur. Alors, le métier dont on en a le plus connaissance, c'est vrai que c'était au niveau de l'immobilier, ce qu'on appelait un peu le fait d'aller faire du porte-à-porte, d'ailleurs de voir un certain nombre de prospectus dans nos boîtes aux lettres. Moi, en Ouais, tout du cas, boitage, ouais. personnellement, du boitage, moi, j'en reçois beaucoup. Après, moi, me concernant, c'est pas du toc-toc que je ferais, mais c'est plus aller sur le terrain, aller notamment dans les salons. Je Ouais, trouve qu'ils sont des moments bien vu. exceptionnels s'ils sont bien préparés. D'ailleurs, pour tous les gens qui sont en France et qui ont l'occasion peut-être d'être à Paris cette semaine, il y a notamment le salon Vivatech, qui peut être l'occasion de rencontrer énormément de boîtes différentes et même d'acteurs différents, parce qu'il y aura aussi des gens qui viennent à dispo. Et quand c'est bien préparé, c'est ultra puissant.
Parce qu'en fait, Ouais. quand tu noues un contact direct avec quelqu'un, c'est beaucoup plus facile que quand tu ne le connais pas et que, comme tu le disais, tu vas prendre ton téléphone, appeler et autres. Bah, je te rejoins à 3000% et c'est trop rigolo que tu parles de ça. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on publiera notre épisode, mais en fait, j'ai fait il y a quelques temps un épisode du dimanche, rien qu'entre nous, où je parlais des 10 events salons en France autour de l'investissement du business et de la réussite, où il fallait selon moi aller. Donc, je citais Paris Investor Week, je citais quoi d'autre? Alors, j'ai pas parlé de Vivatech, ça aurait pu être l'occasion. Investir Day aussi, qui est super Ouais. bien et qui prend de plus en plus de l'ampleur année après année. Et en fait, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, les moments où j'ai eu le plus d'interaction et le plus de réussite pour trouver des invités, pour nouer des contacts, ça a été dans les salons. Parce que déjà, il y a une concentration des personnes qui s'occupent de ces sujets-là. Et puis, tu as, le même mood, en fait, d'entreprendre, de réussir. Donc, je dirais pas que les gens ils sont préparés, mais ils viennent dans la même envie, la même optique que toi. Et je te rejoins aussi, c'est que en fait, le lien, la création d'un lien physique, elle remplace en fait tout autre lien. Mm. Forcément, tu as une affinité, tu as une alchimie qui se passe, donc ça aide beaucoup. Ok. Alors peut-être première question autour de l'offre. Moi, je m'étais noté ça parce que c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup dans mon entourage. C'est en tant que dans les amis, en tant qu'entrepreneur, on se challenge pas mal, on discute. Et souvent, c'est la création de l'offre, notamment bah, comment je construis mon offre, par quel packaging. Et grosse question aussi, c'est comment je me place au niveau du tarif. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Euh, Quand tu parles d'offres, pour moi, il y a un élément qui est très important. Tu parles finalement de la capacité de te vendre. C'est-à-dire aujourd'hui, quelle perception tu veux donner finalement de l'extérieur sur ton marché. Mhm. Et souvent, en fait, c'est là où je trouve se trompe en général une bonne partie des gens qui essaient de trouver leur offre. C'est qu'ils essayent soit de reproduire, soit d'aller directement au résultat, comme tu me parlais du prix. Je pense que c'est déjà important de comprendre quelles sont tes compétences et ce dans quoi tu excelles, Ok. premier point. Deuxième point, comprendre les douleurs de tes cibles. Exemple, moi, tu vois, je traite de la vente. Alors, ça va paraître facile parce que tu vas me dire, bah oui, donc toi, tu vas aider les gens qui n'arrivent pas à trouver de clients. Ouais, mais pas que. Tu en as certains qui vont avoir des difficultés parfois à toucher certains paliers, c'est-à-dire qui ont déjà un niveau de revenu conséquent, mais qui veulent aller chercher par exemple des gros comptes. Et quand tu vas aller chercher certaines typologies de cibles, ta stratégie commerciale et d'offre n'est pas la même. Mhm. Tu en as d'autres aussi qui vont avoir plusieurs offres et qui vont vouloir peut-être avoir qu'une mono-offre. Donc, tu vois, finalement, si on reprend un petit peu le global, comment tu peux finalement créer de l'incontestabilité sur ton offre. Donc moi, mon exercice que je fais avec mes clients, c'est d'essayer de comprendre ce dans quoi ils sont bons, ce dans quoi il y a un besoin, challenger aussi ce qu'ils aiment, parce qu'évidemment, comme tu le disais, quand tu aimes ce que tu fais, bah, tu es encore meilleur. Et après, d'arriver à trouver la bonne terminologie selon le secteur et selon l'attente de ta cible. Ok. Alors c'est vrai que pour moi, ça devient un peu mécanique parce que bah, je le fais Mhm. systématiquement avec tout type de clients et donc ça peut sembler facile quand je le dis comme ça. Mais en vrai, c'est pas plus compliqué que ça. Tu vois, c'est la même chose pour un investisseur, c'est la même chose pour un conseiller en gestion de patrimoine. Voilà, prenons l'exemple d'un conseiller en gestion de patrimoine. Mhm. Un conseiller en gestion de patrimoine en France, la plupart du temps, il va vendre toutes ses prestations. Je vais t'apprendre à avoir de l'assurance vie, enfin avoir une bonne assurance vie, je vais t'apprendre à avoir des bons produits d'épargne, etc. Mais peut-être que ça peut avoir peut-être du sens pour qu'il défende sa vision, qu'il ait un parti pris d'offre, Mhm. c'est-à-dire un couloir d'entrée et proposer éventail de services. Et ça, c'est la deuxième erreur que je vois très souvent. C'est-à-dire qu'en France, comme on nous a habitués à être polyvalents depuis notre plus jeune âge, on pense que plus on va démultiplier nos compétences et nos savoir-faire, plus on va avoir ce rôle d'expertise. Alors que la plupart du temps, ce qui est le plus compliqué, c'est de pousser une cible à ce qu'elle rentre par un couloir et qu'elle découvre ton identité. Ouais. Je donne souvent cet exemple d'ailleurs d'un resto. Je pense que tu dois aimer les pizzas, si on se dit les choses cash du coup. Bah, la pizza, tu préfères la manger dans un italien ou tu préfères la manger dans une brasserie qui propose du couscous, des fruits de mer, etc. Tu vas me dire évidemment en italien. Pour autant, ton italien, il propose des pizzas, mais il propose pas que des pizzas. Il Mhm. propose des pâtes, il propose des milaises. Mais tu vois, tu l'identifies de cette manière. Ouais, c'est le fameux adage plaire à tout le monde, en fait, c'est plaire à personne. T'es mieux en fait à vraiment répondre à une cible plus nichée, mais au moins t'es sûr que d'y répondre plutôt que d'être évasif et qu'on comprenne pas ce que tu fais. Et CGP, c'est un super exemple parce que tu fais n'importe quel networking, en fait, t'as forcément un CGP qui a l'écro C'est clair. qui a besoin de clients. C'est pour ça que je donnais cet exemple. Et je rigole parce que j'ai interrogé beaucoup de CGP et des super CGP, mais c'est le reflet de ce que tu viens de dire. La plupart, en fait, ils ont vraiment un angle d'attaque bien précis. Ils ont une façon de se distinguer bien précise et s'ils sont connus et bons, c'est pas pour rien. Ils ont vraiment choisi des choses en particulier. Et donc pour reprendre tes deux points, premier point, c'est peut-être faire du côté très pragmatique, on va dire, une rétrospective sur toi-même.
Alors, tu as des outils qui existent comme ça, comme l'Ikigai, je crois, où en fait, tu viens positionner c'est quoi tes forces, c'est quoi ta passion, et quelle valeur ça peut dégager derrière pour les autres. Pourquoi? Parce que si tu es trop tourné passion, bah forcément, après, ça devient hobby et c'est plus un business, hein. On n'est pas non plus une association. Encore une fois, le but, c'est de faire du pognon. Deuxièmement, et c'est hyper pertinent, c'est il faut que tu t'assures de résoudre un problème. T'as beau avoir la meilleure offre, le meilleur truc, bah, si derrière tu résous aucun problème pour personne, ça sert pas. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir l'épisode avec Justine Abécassi qui a sorti le livre Échec entrepreneurial. Hyper intéressant parce que elle, c'est ce qu'elle a fait, elle s'est plantée et en fait, elle s'est rendue compte un peu trop tard que en fait, elle avait un super truc pour elle, mais que ça répondait pas forcément à un besoin suffisamment massif. Ok, donc c'est deux points hyper importants, je trouve, pour pas être à côté de la plaque. Maintenant, j'ai une offre, je sais que potentiellement il y a un besoin. Comment je construis ma street credibility et je dis aux autres, bah, si on reprend l'exemple de CGP, pourquoi vous venez me voir moi et pas d'autres? Très bonne question. Si on fait les choses dans le bon ordre, il faut que, encore une fois, la perception que tu donnes de l'extérieur soit importante. Donc, ça veut dire que ta cible, quand elle va se faire prospecter, que Mhm. ça soit sur LinkedIn, par téléphone, en physique ou ce que tu veux, le réflexe aujourd'hui en 2026, c'est de taper ton nom sur Internet ou de regarder, avoir un petit peu de confiance. Et Mhm. donc là, tu n'as pas 45 manières de pouvoir le faire. Soit tu as un site, soit le plus simple, tu as un LinkedIn ou en gros une page institutionnelle. Donc je dirais l'autre étape, c'est d'activer d'une certaine manière tes pages de vente. Donc faire en sorte que on comprenne ce que tu proposes sur ton LinkedIn, que ton positionnement soit suffisamment perçu, que ta promesse soit au rendez-vous. La promesse en communication, c'est un petit peu l'assurance de quelque chose. Mhm. Donc là, par exemple, si on prend ton podcast, Pardon Cash, c'est l'assurance de parler de choses réalistes et vraies dans un langage simple en finance. Tu vois, je t'ai fait ta promesse. Oh, trop bien, il m'a pitché, je vais le Euh, récupérer. mais c'est exactement le même principe, tu vois, Mhm. sur l'offre. C'est-à-dire que souvent, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, les gens veulent aller au résultat directement, et c'est normal. Mais avant, l'exercice peut-être, c'est de euh, travailler peut-être le côté institutionnel de tes Ouais. pages. Donc nous, dans notre cas, toi et moi, on s'est connus via LinkedIn. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je trouvais intéressant d'échanger avec toi. C'est parce que bah, la perception que tu donnais sur ton LinkedIn était hyper claire. Mhm. Donc, si demain tu me prospectais pour me proposer, par exemple, de faire un podcast, je ne passerai pas 10 minutes à comprendre qui tu es, D'accord, et ouais. etc. Je me concentrerai essentiellement sur le OK, pourquoi, comment, dans quel ordre, etc. Bah, c'est pareil en prospection. Mhm. Et donc, finalement, bah, je reviens à ta conclusion finale. Bah, si finalement tu as une bonne perception, quand tu vas prospecter, ta cible elle va plus se rentrer dans le vif du sujet de son pourquoi que mais Romain, qui est-il, pourquoi il me contacte, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il incarne, etc. Ouais. T'as raison, ouais. Et je pense que c'est important. Et en fait, il y a beaucoup de profils LinkedIn. Moi, je passe pas mal de temps sur LinkedIn pour créer du lien avec les gens, ce que j'aime bien. Plus que pour prospecter. D'ailleurs, il faudra que je me mette à la prospection. J'espère que l'épisode sera le déclencheur Avec pour plaisir. moi. Mais toujours est-il que c'est vrai que des fois, en fait, tu as des intitulés. Tu comprends rien à rien, en fait. Soit l'intitulé est à rallonge, tu vois pas le reste et en fait, t'as pas eu la fin de l'histoire. Soit c'est des termes, en fait, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai que des fois, en fait, ça sert à rien de faire trop créatif non plus. Alors, ça peut être sympa de se distinguer avec un petit emoji machin, mais il faut Bien rester sûr. hyper limpide sur le truc. Et encore une fois, si tu me le permets, c'est pareil, c'est la même chose sur LinkedIn que en dehors de LinkedIn, pardon. C'est-à-dire Mm. que il n'y a pas que LinkedIn, hein. Si tu prends quelqu'un dans la rue, tu me parlais des salons où tu adorais créer du lien, si tu n'es pas capable de te présenter de manière, on va dire, un petit peu détonnante, c'est pareil. Si Oui, tu viens me voir et tu me dis salut, je suis conseiller en gestion de patrimoine, moi je te mets déjà dans une case. oui. Tu vois ce que je veux Ouais, bien dire? Et sûr, non, ça, mais c'est un deuxième c'est gros logique. On problème. dit souvent quand on rencontre Ouais. quelqu'un, on se fait un peu un avis subliminal dès les deux trois premières secondes de la Mm. posture, de la première intonation qui vient à nos oreilles. Donc je comprends. Et donc pour reprendre juste sur, tu disais, donc, pour le côté légit, il faut appuyer par la visibilité, donc des outils. On parlait de site internet, de réseau. Donc ça, a priori, c'est indispensable pour remonter dans le méandre des algorithmes. Est-ce que toi, tu penses que aujourd'hui, il y a un truc qui est indispensable plus que les autres? Par exemple, on est sur un business, prenons le podcast. Je te mets soit LinkedIn, soit le site. Si j'ai pas le choix, je dois choisir un des deux. Toi, tu privilégierais lequel au début et pourquoi, du coup? En fait, les gens vont toujours me dire la même chose, ou les réactions que tu as sur ton podcast, ils vont me dire toujours que c'est peut-être pas adapté à leur secteur, si tu prends par exemple des secteurs comme la restauration, etc. Mais la réalité, c'est que la plupart du temps, hors institutionnel ou public, Mhm. tu fais du B2B. On a la chance d'avoir un réseau qui est extraordinaire, où tu as quasiment
la moitié des Français qui sont dessus. Je crois que tu as 27 millions, 30 millions d'inscrits. Ça s'appelle LinkedIn. Donc, aujourd'hui, à défaut à choisir, si tu as déjà un très bon LinkedIn, tu vends. Moi, il se trouve que, pour donner mon cas personnel, quand j'ai commencé mon activité, je n'avais pas de site. En revanche, j'avais un LinkedIn béton. Et c'est ce qui m'a permis par la suite, tu vois, de décliner. Mais idéalement, il faudrait avoir les deux. Mm. Parce que, en fait, c'est pareil. Dans la vente, c'est toujours la même chose. C'est que tu dois, en fait, avoir un indicateur de confiance qui soit fou. C'est un peu comme en finance. Si tu n'as pas de confiance, ta cible, elle va plus passer de temps à savoir finalement si tu es fiable plutôt que de se focaliser sur potentiellement ton service. Alors que si aujourd'hui, tu as des indicateurs qui apportent, entre guillemets, cette confiance, cette preuve sociale, tu auras beaucoup moins de mal à prospecter. Je te donne un exemple. Tu es prospecté par le directeur d'une grosse marque, par exemple, d'assurance. Tu la connais. Je ne vais pas donner de nom pour ne pas faire de publicité dans ton podcast. Tu ne vas pas te poser la question de savoir s'il est fiable ou pas fiable. Tu vas juste te demander qu'est-ce qu'il te veut. Bien sûr. Donc lui, déjà, en fait, il aura déjà passé le premier palier. Bah, c'est pareil dans ton cas. Ouais. Ok, ouais, je vois bien. Bon, après, c'est vrai que moi, dans le podcast, j'ai fait que à LinkedIn. J'ai toujours pas de site internet. Des gens me disent que c'est un truc de fou finalement. Ce que je peux comprendre, parce qu'à mon avis, c'est toujours bien de multiplier les canaux. Parce qu'en fait, selon les consommations, enfin les habitudes de parcours client, on va dire, qu'ont les gens, moi, tu vois, aujourd'hui, j'utilise beaucoup l'IA comme clé d'entrée pour mes recherches. Mais quand je questionne d'autres personnes, Google reste encore une grosse clé d'entrée. Et donc, bah, le fait d'être sur ces plusieurs portes permet de ne pas en avoir de fermées. Maintenant, moi, dans ma situation, je trouvais que c'était important justement d'être hyper clair sur un canal plutôt que d'être omnicanal, un peu comme Shiva autour d'ubiquité, mais du coup de pas bien le faire. Tu vois, je me suis fermé la porte à TikTok, je me suis fermé la porte. J'avais commencé Insta, puis finalement, tu vois, je me rends compte que je le fais pas bien et je le fais pour le faire. Donc, pareil, j'ai stoppé pour mieux Ça, c'est un revenir sujet plus tard. important que tu t'évoques parce que je sais qu'il y a beaucoup d'indépendants, d'entreprises qui te suivent et qui vont sûrement voir cet épisode. Souvent, en fait, on est un petit peu tenté par ce qu'on regarde à côté de faire des comptes partout. Comme tu le disais, d'être sur Instagram, d'être sur TikTok parce qu'on sait que ça monétise ou parce que ça rapporte. Mais je pense que c'est très bien ce que tu fais. C'est déjà hyper important d'être solide dans un canal. Et après, rien ne t'empêche d'en créer un deuxième, un troisième. Mais si c'est pour être un petit peu à moitié, ça n'a pas d'intérêt. C'est ça. Et puis surtout, j'ai remarqué en fait, c'est un game vraiment à part entière. C'est-à-dire que YouTube ne fonctionne pas du tout comme l'algo de C'est Insta ou vrai. de LinkedIn. C'est pas du tout les mêmes codes. Il faut connaître les codes. Moi, tu vois, j'avais pas de compte Insta. C'est pas du tout les mêmes codes dans la façon de Mm. procéder, même d'interagir avec les gens. Donc voilà, ça met un peu du temps, je trouve, à vraiment. Limite, il faut se placer un petit peu en shadow, regarder, visualiser. Une fois qu'on est imprégné, peut-être y aller, quoi. Ok, on a sauté du coup une étape dans la question, c'était le prix. Moi, c'est Oui. important pour moi. Tu disais, ouais, connaître sa valeur. Bah oui, une fois qu'on a fait l'introspection, on connaît tous plus ou moins notre valeur, mais ça n'empêche pas que le prix, bah, ok, je mets 1000 balles, 2000, 3000, 4000. Souvent, on est plutôt pessimiste, alors qu'on devrait ne pas hésiter à valoriser notre offre. Alors, Comment je positionne là le bien sûr. curseur? Bien sûr. Alors là, je vais rentrer un petit peu plus dans mon côté éducation. Mhm. Il se trouve que j'ai fait dans mon parcours du marketing stratégique. Et dans le marketing stratégique, on t'apprend que lorsque tu lances un produit, il faut étudier ton marché. Donc étudier ton marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre les comportements d'achat de tes cibles. Ça veut dire identifier un peu tes concurrents, tes principaux concurrents, pas besoin d'en prendre 45, mais 4 ou 5. Comprendre ton marché, c'est-à-dire aussi le tester. Mhm. Et me concernant perso, moi par exemple, pour déterminer le bon prix, j'ai regardé ce que faisaient mes concurrents et j'ai testé. J'ai testé et c'est là où la prospection, tu vois, c'est intéressant parce que ça m'a permis, en prospectant, en faisant des rendez-vous, d'observer les comportements d'achat de mes cibles, Mhm. d'observer aussi en fonction des typologies, des besoins, parce que les paniers moyens, là encore une fois, c'est pareil. Si tu vas prospecter une boîte de 1000 salariés, tu vas pas le facturer de la même manière qu'un indépendant. Donc là, pareil, est-ce que dans Donc ta tu veux dire que tu question, réajustes tes prix à la tête du client? non, c'est que non, c'est Je que t'embête, hein. t'as raison, mais c'est que en fait la demande va pas être la même parce que souvent des grosses boîtes ils vont te demander peut-être d'aller chercher de faire plus de volume, Oui, je c'est-à-dire toucher t'entends. plus de cibles ou avoir une personnalisation différente. Un indépendant, il peut avoir aussi une autre problématique qui est soit de répondre rapidement à ta demande ou d'avoir un accompagnement plus long. Donc Parce que en tu vois, moi, fonction, Geoffrey, excuse-moi, je te coupe, ouais, mais j'ai vraiment envie de rebondir parce que c'est intéressant. ouais, À l'inverse, je me dis, justement, quelqu'un qui va positionner son prix, imaginons on part sur 2000 euros, puis il voit qu'en fait, que ça passe pas, il va dire, bon, bah, ça passe pas, je le place à 1005. Bah, pour moi, c'est pas cohérent. Ça veut dire que bien sûr, t'es pas certain de ta valeur et potentiellement, c'est que tu es mauvais dans le fait de vendre. Alors, je n'utiliserai pas trop closing parce que je trouve il est péjoratif, mais en fait, le fait de séduire les gens et de leur prouver que tu as de la valeur,
t'as peut-être pas utilisé tous les leviers. En fait, pour moi, t'as raté une étape si tu dois revenir à baisser ton prix, ou alors vraiment t'as été trop gourmand. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette Je suis réflexion? tout à fait d'accord avec toi. En fait, pour moi, le prix, en fait, si tu as envie de placer ton produit à 2000 euros, euh, si ton niveau de valeur est au rendez-vous, tu peux le vendre. Mhm. Mais encore une fois, il faut aussi être réaliste sur le marché. C'est-à-dire que euh, si on prend des produits qu'on utilise au quotidien, sauf s'il y a une rareté, en fait, tout va dépendre aussi de ce que tu apportes. Oui. C'est là, en fait, où je pense, Le marché concurrentiel, c'est là où il est c'est important. là où je pense qu'on est tous les deux d'accord, parce que moi, je partage ton avis, c'est que tout va dépendre de comment tu te positionnes. Si aujourd'hui, tu veux te positionner à vendre du produit à 5000 euros, ok. Mais du coup, premièrement, est-ce que tu apportes une valeur de 5000 euros? Et est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont tu te positionnes répond aussi à cette attente-là? Si c'est le cas, oui. Mais aujourd'hui, tu vois bien que c'est pour une minorité. C'est-à-dire que je pense que c'est déjà difficile d'arriver à vendre. Donc déjà, pour moi, la première étape, c'est d'arriver peut-être à maîtriser, en fait, tu vois, ces enjeux de cible, de prospection, et après arriver sur un panier moyen fort. Mais Mm. j'ai remarqué que la plupart des gens qui vendaient à des paniers moyens élevés ne vendaient rien. C'est très En fait, difficile. moi, c'est un truc qui me frappe quand même. Je trouve que c'est pas si compliqué que ça d'apporter de la valeur. Parce que finalement, tu fais ton étude de concurrence, il y a quand même des gens qui n'ont pas froid aux yeux et qui n'hésitent pas à vendre des trucs assez chers avec très peu de valeur ajoutée et ça se vend. Donc voilà, les gens qui sont perdus, ils n'hésitent pas à aller débourser là-dedans. Par contre, un truc que je trouve difficile, c'est que même si toi, tu es persuadé et tu sais que tu apportes de la valeur, c'est comment démontrer que tu apportes de la valeur par rapport aux autres, en fait. Et peut-être qu'on refait la boucle avec ce que tu as dit au préalable, mais côté légit, etc., quoi. Bah, comment démontrer? Ouais, c'est ton histoire personnelle. C'est-à-dire, dans ton cas, par exemple, si tu as fait un podcast sur la finance, tu as peut-être des compétences financières qui sont au rendez-vous initialement. Et donc aujourd'hui, tu es légitime pour Hmm, parler de ce sujet. Donc ta valeur sur le marché n'est pas la même. Tu as créé une société. Donc si tu retournais dans le salariat, ta valeur n'est plus la même. bien sûr. Donc je suis d'accord. Tout va dépendre aussi de ton histoire. Mais là, on en revient, comme tu le disais à la première partie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu la vends, cette histoire? Hmm. Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu vends juste ton poste ou ta douleur, en fait? On revient, Enfin, ta réponse on à ta reboucle un douleur. petit peu avec le storytelling, toujours important de se poser la question quelle histoire on veut raconter Ouais. aux autres. On a parlé du prix qui, je trouve, est un frein hyper important. Voilà, les gens se font pas mal au cerveau à cause de ça. Toi, tu accompagnes pas mal de gens justement là-dedans. Et c'est quoi, d'après toi, les principaux blocages, si ce n'est le principal blocage que les gens se font en fait? Principal blocage, il est pour tout le monde, c'est que c'est pas quelque chose qu'on nous a appris en France à faire. Ok. Je donne souvent cet exemple, mais par exemple, mon neveu vit au Canada et il a 6 ans et on lui apprend à pitcher dans sa classe en faisant des petits exposés, alors, de manière éducative bien sûr, Mhm. mais je trouve qu'il a une aisance à l'oral et une confiance dingue, alors que quand je parle avec des gens qui ont parfois 20 ans d'expérience, sont des anciens DRH de gros groupes et autres, sont totalement tétanisés. Donc le blocage, il est peut-être déjà dans une forme de pédagogie à dédramatiser la prospection. Ok. J'en ai fait d'ailleurs un peu sur LinkedIn, à la prendre plus comme un jeu et non pas comme une plaie. Sauf qu'aujourd'hui, en France, on a un certain nombre de croyances limitantes qui nous poussent à il faut travailler dur pour gagner sa vie, pour Mhm. être riche. Je pense que tu l'entends souvent dans tes épisodes. Et souvent, c'est compliqué de trouver des clients parce que la conjoncture n'est pas bonne, c'est la crise, etc. Oui, mais d'accord, mais dans le même temps, il y a plein de gens en France qui s'enrichissent, qui arrivent, et ils ne sont pas plus intelligents que toi et moi. C'est juste que bah, ils utilisent en fait ces codes. Donc souvent, le blocage, et tu vois, je l'ai encore eu hier, c'est les gens qui ont peur. D'accord. C'est pas des gens qui n'ont pas les compétences, hein. Tout le monde est capable d'apprendre son téléphone et appeler, mais c'est les gens qui ont peur. Donc ça va au-delà de la compétence pure de la vente. Donc toi, en fait, dans ton accompagnement, c'est quoi les gros paliers? Alors j'ai bien compris, tu fais déjà peut-être un état de l'art de la personne. Ok, c'est quoi ton profil? Tu es sur quel réseau? Comment tu communiques? Il y a sûrement un gros travail éditorial de DA, hein, de direction artistique pour que ça soit limpide. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que le deuxième gros point, c'est plutôt l'aisance relationnelle, l'agilité en fait à communiquer avec les gens. Est-ce que tu as des exos du coup, ou des tips très pratiques Ouais, à nous donner par rapport à ça? t'as très bien résumé. Je pense que tu pourrais vendre mon œuvre du coup. Bah, Non, j'ai non, fait 18 ans de commerce hein, c'est en vrai, c'est vrai grande que j'ai oublié. distrib, Ouais. même si c'est particulier parce qu'on on dit toujours ouais, t'es commerçant, mais déjà le fait d'attendre le client en magasin comme je le faisais, de recevoir, c'est une toute autre logique que quelqu'un qui va vers le client. Et c'est pour ça que souvent dans les études d'ailleurs c'est différencié.
Et je trouve que c'est pas la même agilité non plus. Non, non, t'as raison. Il y a un exemple, il y a un exercice que je fais qui peut sembler simple, mais qui crée un peu ce déclic. C'est la capacité à se présenter. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vois, les gens, quand tu les écoutes, tu as deux écoles. Ceux qui font faire ma vie, mon œuvre pendant 15 minutes, et ceux qui vont simplement te dire salut, moi je suis docteur en tel truc, ou je suis CGP en telle chose. Les Là, deux opposés, quoi. les deux opposés. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver à ce qu'en moins d'une minute, tu sois capable de donner envie à n'importe qui de t'écouter et d'en savoir plus. Donc le bon timing, tu le cales à 1 minute ça, dans l'exercice. Ouais, Ça, moins c'est d'une bien. minute. Et d'ailleurs, les auditeurs et les personnes qui verront ce podcast pourront le voir. Tu m'as posé cette question au début de l'exercice. On était à peu C'est le près dans timing. Fais gaffe, on ce pourra placer slot-là. la barre. On va exactement, mais c'est à peu près ça. Pourquoi? Parce qu'on a un niveau d'attention, Mm. et tu le vois aujourd'hui avec les réseaux, avec aussi les nouvelles manières de consommer le digital, hein, ces idées de scrolling et autres, Carrément. d'instantanéité. Donc évidemment, la patience des gens n'est plus la même, et l'exigence n'est plus la même. Donc tu dois, dans un temps très court, impacter, donner envie. Donc tu dois être capable de te vendre très vite. Ah, tu vois, nous, les personnes, justement, alambiquées, c'est vrai que ça rend fou. Une personne, tu lui demandes de te présenter, tu fais un tour de table, elle va bouffer, elle va monopoliser la parole. Déjà, ça rend dingue. Il n'y a pas que toi, il y a un tour de table de 10 personnes à faire. Et surtout, ouais, tu décroches, en fait. Donc, moi, dans le cadre de la vente, justement, en grande distrib, on appelait ça les vendeurs de musée, en fait, parce que, Hmm. en fait, ils étalent leur science sur ce qu'ils connaissent, ils vont t'expliquer toute la gamme en long, en large et en travers. Et en fait, ils sont complètement à côté de la plaque de l'attente du client. Et souvent, les très bons vendeurs, on les différencie en fait de leur écoute active. Le fait qu'ils écoutent bien la demande et ils vont répondre pile pour taper dans la cible, quoi. Et si effectivement tu viens, tu as besoin, je sais pas moi, d'une perceuse violette, on s'en fout de combien de tours minutes elle va faire, etc. En fait, il veut juste une perceuse violette, quoi. Donc, cherche pas midi à 14h. Et à l'inverse, effectivement, t'en as qui sont très succincts. Quand tu tires les verres du nez des gens, c'est un peu embêtant et c'est pas engageant, je trouve, pour déclencher une discussion. Qu'est-ce que je voulais te demander? D'après toi, donc j'ai bien compris le côté exo. Alors je pense que peut-être face à écran, ça peut être un bon exercice. Comme tu disais, tu pitches en 1 minute, tu es seul devant la caméra. Ça te permet de sauter peut-être le pas du premier regard. Et puis ça te fait un bon pitch pour après les réseaux sociaux en mode snack content. Est-ce qu'après tu fais des exercices en direct live, en porte-à-porte ou au phoning, comme on parlait? Est-ce que tu trouves qu'il y a un cran à passer quand tu es en face de vraies personnes finalement? Ouais, je fais souvent, on me le demande, je peux faire de la simulation de rendez-vous. Donc c'est toi qui vas te C'est-à-dire que c'est positionner. moi qui me mets en position directeur, Trop bien. etc. Et je me mets dans la pire position possible, tout en étant évidemment gentil avec la cible, mais dans des positions inconfortables. Parce que finalement, moi, on m'a un peu appris comme ça. Tu vois, Mm. quand tu m'as dit que tu étais dans le commerce, donc tu étais aussi dans le dur. Mais typiquement, quand j'étais en cabinet de conseil, alors je faisais pas de la vente, mais on me mettait dans des positions, pas forcément volontairement, mais inconfortables. Mm. Et ça m'a permis d'avoir une appréhension, une sensibilité à l'humain Mm. beaucoup plus large. Ce qui fait que dans la vente, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on pense tout le temps à notre objectif de vendre, prendre le rendez-vous, etc. Alors que face à nous, on a de l'humain, c'est de la conversation. Donc je pense que le déclic, c'est que je les aide en fait à travers cet exercice à plus converser, échanger et moins vendre. Ce qui fait que, tu me parlais de brise-glace, etc., Mm. le lien, tu le crées beaucoup plus facilement et donc tu as beaucoup plus envie de travailler avec cette cible qu'une personne qui va juste te vendre. Et ça, cet exercice, vous pouvez le faire autant dans de la formation qu'on peut faire ensemble que dans un event. Tu vois, Mm. quand tu vas avoir un match de foot, quand tu vas avoir un Grand Prix de Formule 1 et autres. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu as des temps forts, des temps d'arrêt Ouais. où à côté de toi, tu vas avoir des gens, vous allez échanger et les mêmes questions vont arriver. Bon, et toi, Romain, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où t'en es? Mm. euh, T'habites en France? Ok, qu'est-ce que tu faisais avant? C'est toujours les mêmes questions parce que c'est un petit peu notre manière de nous connecter finalement Ouais, aujourd'hui. je suis d'accord avec toi, il y a une redondance et à la fois, je trouve que c'est hyper pertinent de sortir de sa zone de confort en fait. Et tu disais avoir des profils clients un peu embêtants. Bah ouais, en fait, totalement, parce que déjà, ça arrive régulièrement. Des gens qui sont pressés, qui n'ont pas une vraie écoute, qui te coupent la parole, ça arrive tout le temps dans la vraie vie. Et en fait, à t'être entraîné comme ça, à outrance, à des profils plus difficiles, bah, le jour où tu te rends compte que les profils plutôt cool, bah, là, tu as un boulevard pour réussir. Donc, Ça, c'est l'étape 1. Et après, pour ceux qui aiment faire ça et qui veulent se faire challenger, ce serait de le faire évidemment en langue étrangère et donc le faire en anglais. Moi, c'est ce que j'essaie de faire depuis. putain.
Ouais, parce que en fait, je sais, comme tout le monde, en tout cas un petit peu parler anglais, Hmm. mais bon, comme tous les Français, je suis pas un bilingue, bien sûr, et donc je me suis fait un petit peu accompagner sur le sujet. Et là, tu vois, mon kiff, c'est notamment dans le cadre de grands temps forts ou autres, quand il y a des personnes étrangères, d'Europe ou n'importe où, faire cet effort de créer ce lien-là, Trop bien. essayer de se présenter. Pourquoi? Pour m'entraîner. Bien sûr. Parce que finalement, en fait, on pense, nous, en tant que Français, qu'il n'y a que la France, mais la réalité, c'est que on est quand même un grand pays et que du business, on en a aussi en dehors de la France et que même de notre bureau de Rouen à Paris ou ailleurs, dans n'importe quelle ville, on peut aussi avoir des clients Carrément. d'autres pays. Donc, c'est intéressant aussi de challenger, Bon, je trouve, de l'avantage, cette c'est que manière. normalement, on a le French accent qui nous aide un petit peu C'est ça, ouais. à briser la glace. Mais intéressant. Et ouais, je rebondis, moi, tu vois, moi qui est dans le commerce et qui est une aisance, je pense, relationnelle, j'ai pas de problème à aller voir les gens et tout, ça fait partie de ce que j'aime. Et ben, j'ai quand même senti, par exemple, dans les salons que j'ai fait, un cran au-dessus. C'est-à-dire que j'aimais pas, en fait, il y avait beaucoup de monde, et si tu voulais accéder aux personnes, fallait vraiment jouer des coudes, limite Ouais. pousser les gens. Et tu vois, fallait vraiment. J'ai trouvé ça dur de foutre son humilité de côté. Et un peu le côté égocentrique, c'est moi. Et je me bats, je me mets en avant. Et tu vois, c'était à l'excès. Et alors maintenant, ça me choque plus parce que je sais que c'est un exercice comme ça. Mais tu vois, ça m'a permis de franchir un palier supplémentaire. Parce qu'en fait, bah, si tu veux réussir à parler aux gens, bah, il faut que tu joues des coudes et que tu te fasses de la place, quoi. Il y a quelque chose qui est hyper important dans ce que tu dis, qui pourra peut-être t'aider pour tes prochains salons. Euh, Moi, c'est toujours la même chose que je dis aux gens avec qui je parle de ce sujet, c'est face à toi, finalement, c'est un humain. Mm. Donc, à part si tu as, et encore, si tu as Donald Trump ou Vladimir Poutine face à toi, la réalité, c'est que la personne en face de toi, elle a juste un travail, elle a sans doute réussi, elle a une histoire extraordinaire, mais elle mange comme toi, elle dort comme toi et autres. Donc, Mm. peut-être essayer de dédramatiser la rencontre et de se dire qu'est-ce qui se passera après au pire si je raconte des bêtises ou si je suis pas forcément à mon niveau. Rien, ce sera juste perdu pour toi. Mm, mm, Et en fait, en ayant aussi, tu vois, encore une fois, cette autre croyance, bah finalement, ça t'aide à dédramatiser. Donc peut-être dans ton prochain salon, où tu joueras peut-être un petit peu moins d'écoute cette mm. fois, bah te dire que oui, c'est peut-être des DRH, des DG, des fondateurs de belles boîtes, etc. Mais ils seront aussi peut-être contents de rencontrer des gens comme toi qui sont peut-être à l'aise dans ce qu'ils font et veulent juste échanger tranquillement. Ouais, c'est ça. Alors, en l'occurrence, moi, c'était pas trop les personnes qui me dérangeaient en tant que tel de m'adresser aux personnes, c'était plutôt de devoir limite écraser d'autres gens à côté Ah de moi. oui, Tu vois, c'était le côté mes valeurs où moi j'attends mon petit tour oui, tranquillement. ouais, Sauf qu'en salon, ça marche pas, quoi. C'est ouais. soit tu te bouges et tu y accèdes, soit tu restes sur le côté, tellement il y a de monde. Donc voilà, c'est encore un autre game. Et un truc aussi sur lequel je voulais rebondir que je trouve intéressant, c'est vrai que de plus en plus maintenant, je vois des trucs passer sur LinkedIn. Souvent, les petits jeunes de 25 ans qui vont t'apprendre comment closer en 3 leçons. Puis tu sais, ils ont toujours leur petite phrase d'accroche qui, soi-disant, marche à tous les coups. Bon, moi, j'y crois pas du tout. Ça, je trouve que c'est ultra surfait. Mais est-ce que toi, tu as des techniques de vente, justement, une fois que tu es en face de ton client, tu as deux, trois trucs qui reviennent qui marchent plutôt bien bah, pour finaliser ta vente? Je suis très content que tu parles de ça parce que moi, c'est un peu un combat permanent et je pense que tu l'as aussi dans ton secteur. C'est que, et tant mieux il en faut, je trouve que l'époque a un petit peu changé. On a à peu près le même âge. À notre époque, avant, il fallait d'abord bosser dans des boîtes, en tout cas se faire son expérience et après lancer sa société parce qu'on avait besoin d'avoir des skills. Mm. Aujourd'hui, les gens se lancent directement et deviennent tout de suite experts. Et on le voit d'ailleurs aussi dans le milieu politique, public, enfin, et je trouve qu'on est un peu gangréné par ça. Donc moi, j'y crois pas une seconde. Mm. D'ailleurs, la plupart du temps, bah, ils communiquent super bien, mais ils font souvent appel à des gens derrière pour le faire. Ce que j'ai vu qui fonctionnait bien. Alors ça dépend. À quel niveau? Est-ce que tu parles au niveau de prendre un rendez-vous? Est-ce que c'est en physique? Enfin, c'est quel Bah, on peut la faire en deux temps si tu veux. Effectivement, un truc qu'on n'a pas encore évoqué, mais c'est hmm. ok, bah, je pars de rien. J'ai pas forcément de grosse communauté sur les réseaux, j'ai pas de carnet d'adresses et je veux trouver mes clients. Déjà, première étape, comment je fais pour aller chercher est-ce que tu as des méthodologies dans la prospection? Comment tu t'y prends? Bah déjà, c'est de connaître tes cibles. Donc, si on prend mon cas par exemple, quels sont les métiers qui peuvent avoir des difficultés à prospecter? Tous ceux qui font que de la recommandation. Donc, on parlait des CGP, etc. Mais pas que. Tu peux prendre des devs aussi, Mhm. des profils qui ne font que des missions, qui ne dépendent que d'un client, Indépendant, indépendants, freelance, etc. etc. Vont avoir Ou ces ça peut besoins-là. être effectivement des sociétés. Donc là, si on prend des entreprises qui ont quelques sales, mais qui ont des difficultés à ce que leurs sales soient performants ou répondent à leurs objectifs. Ok. Donc en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais identifier le décisionnaire. Donc bah, si c'est un indépendant, c'est facile. Mhm. Si c'est une boîte, bah, c'est souvent le directeur commercial, le DRH, le DG. Et en fait, je vais essayer de l'interroger, de l'interpeller
sur, par exemple, un fait, un élément qu'il a. Donc, bonjour Romain, de ce que j'ai pu comprendre, vous étiez en charge de la partie commerciale chez X. Je sais qu'en ce moment, être sales, enfin, ou en tout cas, avoir des performances sales sur du long terme, c'est pas ce qui est plus facile. Êtes-vous satisfait aujourd'hui de la performance de vos commerciaux ou est-ce que vous essayez, par exemple, de la challenger? En fait, quand je dis ça, je fais de la personnalisation parce que je l'interpelle directement. J'évoque, je crée de l'intérêt parce que je parle d'une problématique qu'il rencontre actuellement et je l'interpelle. Donc, il y a une chance sur deux qui répond. Ouais, donc tu essayes de mettre le doigt sur ce qu'on disait en Par amont. exemple, Tu as bien identifié en fait ton offre par rapport à une problématique existante. Toi, tu fais juste le fait de soulever la problématique qu'il rencontre d'ailleurs peut-être ou non. Et si c'est une problématique qui l'emmerde et qu'il a envie de solutionner, il y a un moment, il va accrocher et il va ouvrir la discussion avec toi. Et parce que après, tu ça vois, aboutira ou ça aboutira pas. Mais ouais, parce que tu vois, souvent les gens me disent ouais, mais moi je vais prendre un fait qui s'est passé et je vais rebondir dessus. Exemple, ouais, ils viennent de faire une levée de fonds, donc je vais venir. Hmm. Ouais, mais ça tout le monde le fait et en vrai, je vois pas quelle valeur ça apporte. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on est cartésien. Si tu peux m'apporter la solution, je vais faire appel à toi. Si tu peux pas faire appel à ta solution, à part si tu es célèbre ou compagnie, Ouais. tu vas pas m'appeler. Tu vois. Et tu vois, moi, il y a un truc hyper marrant que je vis beaucoup en ce moment. Mhm. Comme tout le monde, je reçois des messages sur LinkedIn, tout ça, des sollicitations. Et en fait, ça peut parfois m'intéresser, mais tu vois, pas sur du court terme, parce que j'ai pas le budget pour ça, ou en tout cas, je veux pas allouer mon budget à ça tout de suite, mais je l'ai en tête sur du moyen long terme. Et en fait, je remarque, moi, souvent, je ferme pas la discussion totalement. C'est-à-dire que je vais dire, je vais être assez cash, comme je le fais dans mes podcasts, et je vais dire, oui, ça m'intéresse, c'est un problématique, mais que j'ai pas adressé ou j'ai pas le budget pour le moment. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que la plupart du temps, quand je réponds ça, en fait, c'est fin de la discussion, parce qu'en fait, les gens, ils se disent, il a pas de budget, j'ai pas de temps à perdre. Et là où c'est intéressant, c'est plutôt les gens. Alors, venez pas me polluer et me spammer derrière, s'il vous plaît, je vous en prie. Mais souvent, c'est qu'après, les gens, ceux qui font l'effort en fait de passer cette barrière, ok, écoute, j'ai bien compris, pas de souci, ça nous empêche pas d'échanger autour d'un café et tout. Mais en fait, tu tisses une vraie relation. Ça te permet peut-être de te donner des billes sur ta problématique, de réfléchir. Mais du coup, si dans 6 mois, j'ai envie d'avancer sur un sujet, que ce coup-ci, j'ai du budget, je vais tout de suite savoir vers qui me diriger, tu vois. Tu viens de démontrer en fait ce que c'était la différence entre converser et vendre. C'est-à-dire que toi, tu crées un échange, un lien en fait direct avec ta cible. Du coup, automatiquement, la cible face à toi, elle te trouve sympa, trouve que tu es pertinent. Et elle se dit que peut-être au 16 juin, date de notre enregistrement, c'est pas la bonne date, mais peut-être qu'au 20 juin ou au 10 juillet, ça sera intéressant de te parler. Donc, quoi qu'il arrive, tu reparleras à cette cible. On ne sait pas à quel moment, mais tu lui reparleras. Et donc, le fait que tu aies cette intelligence commerciale fait que, en fait, si tu démultiplies, comme tu disais, les sollicitations, forcément, tu vas avoir une opportunité qui va tomber. Et donc, pour moi, tu vois, c'est déjà ce déclic à essayer d'apporter aux gens, plutôt que je fais du contenu. Enfin, tu vois, on est rentré dans une forme de facilité, je trouve, de vente, à savoir, non, moi, je veux pas m'embêter, je vais trouver le petit outil, je vais trouver la solution, et voilà. Faut pas être trop en mode décomplexé. À l'excès, il faut c'est bien avoir une preuve de confiance, mais aussi un peu d'humilité de l'autre côté en face, je trouve. Toi, tu personnalises tous tes messages, que quand tu n'es pas en physique direct, tous tes messages tu personnalises ou tu trouves qu'il y a des outils d'automatisation qui valent le coup? Sur LinkedIn, il y a Wallaxy qui est assez connu notamment pour ça. J'utilise pas ces outils, Non. mes messages sont personnalisés. Après, tu as d'autres, on va dire, process, et notamment liés à l'IA qui peuvent te permettre de pouvoir le faire à ta place. Donc ouais, totalement. Mais ouais, mes messages sont personnalisés. Mais du coup, en contrepartie, énormément de taf. Moi, je sais ce que c'est parce que je le fais aussi quand je contacte des invités, tout ça, je personnalise, mais beaucoup plus de temps en contrepartie. Comment tu fonctionnes, toi, dans ton planning? Tu t'alloues des plages horaires, tu fais du batching sur de la prospection, et combien de temps t'estimes raisonnable, en fait, parce que si tu fais que de la prospection, à un moment, tu fais plus rien, quoi. Bien sûr. Alors, c'est marrant parce que les gens qui disent souvent qu'ils utilisent les outils, Wallaxy, etc., pareil, n'ont pas forcément toujours les résultats attendus parce qu'ils pensent que c'est le volume qui apporte du résultat. La réalité, c'est que parfois, en prospectant que peut-être 20 personnes, tu vas avoir plus de résultats qu'en ayant prospecté 200 parce que tes 20 messages d'approche auront eu, comme tu l'as dit très justement, un impact immédiat. Alors, sur l'organisation, l'idéal, ça serait de prospecter tous les jours si tu veux avoir du résultat. Maintenant, c'est vrai que selon les secteurs, il y a des comportements d'achat qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, le lundi, c'est souvent des jours de réunion dans les boîtes. Donc, par exemple, faire du call le lundi,
tu auras plus de mal à Ouais, avoir c'est vrai, les décisionnaires. souvent, tu reviens le lundi, tu fais le vois. point, la réunion à rallonge. Exact. En revanche, tu vois, il y a un truc qui est pas inintéressant, c'est que le vendredi, fin de journée, les décisionnaires, DG, fondateurs et autres, restent plus longtemps avant de partir, donc tu peux les avoir plus facilement au téléphone. Moi, c'est quelque chose que D'accord, je ouais. faisais. Tu vois, c'est rigolo parce que moi, à l'inverse, je rejoins totalement ce que Ouais. tu as dit sur les réunions. Par contre, à l'inverse, tu vois, moi, mes demandes de messages ou de contact, d'invitation à rejoindre mon réseau sur LinkedIn, je le mets plutôt le dimanche soir. Tu vois, moi, j'aime bien travailler le soir, genre Ouais. minuit 2 heures du mat. Et je me rends compte que lundi matin, bah, c'est reprise du boulot. Tout le monde ouvre son LinkedIn, je sais pas, au petit-déj ou quoi. Et tu verrais le nombre d'acceptations ou de réponses que j'ai le lundi, c'est hallucinant, quoi. Tu as totalement raison. Je trouve que c'est le créneau. En tout cas, moi, c'était un peu ma martingale, quoi. Le week-end, tu as raison aussi parce que bah, les gens ont plus de temps, ont rien à faire, mais en même temps, le dimanche, c'est quoi? C'est le moment aussi où tu vas, à un moment donné, après avoir, entre guillemets, kiffé, Mhm. te recentrer sur ta semaine et donc tu vas commencer à ouvrir tes mails, etc. Donc tu vas potentiellement répondre à des demandes. Mais dans les comportements, tu vois, typiquement, pareil, le mercredi. Le mercredi, c'est connu pour être aussi la journée des enfants. Donc quand tu veux, par exemple, aller Ouais, chercher de la tu directrice sais des que ressources humaines, ce genre de choses, tu as une ça peut charge être plus mentale où compliqué. il n'y a pas une dispo entière. Donc, si tu veux vraiment avoir un potentiel dingue, le mardi et le jeudi, c'est top. Et après, il faut être beaucoup plus stratégique sur le mercredi et le vendredi de base. Mais si tu veux être une machine, en vrai, tu t'alloues une heure et demie chaque jour, c'est déjà très bien. D'accord, ouais. Parce Parce que, que en c'est fait, intensif et que... si tu calcules, regarde, si par exemple tu prospectes que 20 personnes chaque jour, ça te donne un équivalent de 100 personnes sur une semaine, donc 400 sur un mois. C'est énorme. Si tu personnalises, tu auras évidemment un niveau en fait de conversion, même s'il est négatif, très fort. Si tu fais du volume, oui, sur Wallaxy, alors il faut vraiment que ton message il soit bien. Oui, tu en auras peut-être plus, mais jusqu'à présent, j'ai pas forcément vu, en tout cas, de personnes qui convertissaient aussi rapidement, depuis une manière aussi longue, sans à un moment donné personnaliser. Bien sûr. On doit bientôt rendre l'antenne, ça passe très vite quand on est en bonne compagnie. Donc je te propose juste deux petites questions sur lesquelles on va essayer d'être court, en tout cas d'être concis. Donc tu disais faire du client pas forcément en quanti mais en quali. Selon toi, c'est quoi le bon ratio, nombre de clients, enfin nombre de prospects que tu as été chercher avec la transformation en client? C'est quoi le taux de transformation pour dire là tu as un niveau correct? Ok, en général, sur une semaine normale, un sales, on lui demande de prendre, quand on est sur des boîtes, tu vois, avec des cycles de vente normaux, au minimum 5 rendez-vous par semaine. Donc, c'est-à-dire au moins un par jour. Mais si tu es un petit peu agressif, normalement 2 par jour, donc 10 rendez-vous. En général, quand tu es sur une journée, sur du lead qualifié, et que tu as par exemple 3 rendez-vous, pour moi, tu dois en avoir au moins 1 sur 3. Tu dois au moins avoir un niveau de C'est conversion. rendez-vous, c'est pas le fait que tu as signé avec le client, c'est juste prospect, tu as un rendez-vous. Ouais, parce que moi, et pour sur moi, les ce rendez-vous que rendez-vous-là, j'ai, voilà. mais parce que Ouais, la moi, plupart les du temps, si rendez-vous t'as un que je rendez-vous, prends, c'est des rendez-vous qualifiés. ça se valide. Ouais. C'est des rendez-vous qualifiés. Ça veut dire que, par exemple, mon agenda, je l'ouvre pas n'importe comment et je fais pas du café du commerce, entre guillemets. Parce que tu as beaucoup de gens qui disent on va prendre le temps Oui, de non, parler, faut- mais il y en a beaucoup, en vrai. Le temps, c'est de l'argent, il faut quand même si tu es ouvert, il faut quand même que ça Donc, se transforme. Quoi. exactement. Donc, du coup, en fait, ce que j'essaie, c'est de. La partie qualification est très importante. C'est pour ça que dans les outils que j'utilise, notamment bah, mon agenda, etc., j'ai notamment un petit questionnaire qui puisse permettre de le faire. Euh, et, euh, et en fait, c'est aussi par rapport aussi au processus, comme tu dis, d'identification de cible. C'est que je sais, avant le rendez-vous, si c'est une cible potentielle ou pas. Ok. Donc pour moi, en fait, vu que tu as un profil plutôt financier, les probabilités qui font que la cible, elle va signer, quand je rentre en rendez-vous, ça monte à 50%. C'est une chance sur deux. Ok. Pourquoi? Parce que c'est la bonne cible, j'ai identifié la bonne problématique, j'ai identifié qu'elle avait potentiellement de budget, j'ai identifié si elle vient en rendez-vous qu'elle a potentiellement d'intérêt. Donc c'est moi et ma capacité à lui faire comprendre qu'aujourd'hui, je suis la solution à son problème potentiel. Donc au vu de tout ça, tu peux pas avoir un niveau de probabilité de closing qui est qu'à 10% derrière. C'est pour ça que quand j'entends des gens, parfois avec une autorité très forte, tu vois là j'ai un exemple d'une femme qui a près de 40 ou 50 000 abonnés sur LinkedIn et autres, et qui me dit qu'elle a une tonne de leads entrants, mais qu'elle en signe que peut-être que 10 ou 15%. Mais comment c'est possible? Ouais. C'est des leads qui sont ultra qualifiés. Ils sont entrants en plus. Ils sont entrants en plus, tu vois. Donc forcément, ça, excuse-moi, j'accélère. Non, pas de souci. Il y a bien du sûr. monde on doit rendre l'antenne après. Ouais. Mais toujours est-il que si, en gros, ça dépend des domaines d'activité, ça on a bien compris. Mais grosso modo, si allez, on veut avoir un ordre d'idée, il faut dans le total de la prospection que tu fais, 20-25% de leads qualifiés où tu vas signer une bonne partie au bout. Ça me semble cohérent. Ouais. Tu es OK avec ça? Ouais, totalement. Et évidemment, plus ton niveau de qualification est important, plus pour moi tu dois signer. Sinon, c'est que t'es pas bon.
Dernière question, pour tout ça, est-ce que tu as des outils gratuits ou payants pour suivre justement ta prospection? Moi, j'ai plutôt tendance à dire, je vais faire un Notion à l'arrache et je vais suivre un petit peu ce qui peut faire le taf. Mais après, est-ce que tu as des outils CRM ou des choses que tu as Ouais, envie de bien citer? sûr. J'aime beaucoup Notion Mmh. pour s'organiser. Après, j'ai un CRM. Je pense que quand on veut, entre guillemets, Rentrer, solidifier, structurer, tu peux le prendre. Il se trouve que tu en as un qui est très bien, qui est gratuit, qui s'appelle HubSpot, OK. qui a en plus des intégrations avec des IA. Donc ça peut avoir du sens si tu veux t'organiser et autres. J'utilise évidemment LinkedIn. Et voilà. J'ai pas de. En fait, évidemment un Excel, mais je ne rentre plus en fait les datas, j'utilise l'IA directement. Trop bien. Donc c'est ce qui me permet d'aller vite et de trancher si c'est fiable ou pas fiable. Mais après, vraiment, le CRM, il est là pour me donner de la visibilité. C'est pour ça que je sais où j'en suis, quelles sont les tâches que j'ai, etc. Et dernier point, j'utilise Notes, parce que Notes, alors c'est peut-être un peu archaïque, mais chaque jour, je note ce que je fais. Donc, qui peut après être directement mis dans Notion, ou tu peux utiliser Notion directement. C'est-à-dire que si tu me demandes ce que j'ai fait, par exemple, le 7 juin, Mmh. je serai capable de te le dire. Qui j'ai appelé, quel était le nombre de rendez-vous et autres. OK. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que quand tu es même salarié et que tu as des one-one avec ton directeur commercial ou même avec tes supérieurs, on te demande souvent ce que tu as fait de ta semaine. Et là, Mmh. c'est un peu plus compliqué. Bon tips. Merci beaucoup Geoffrey. On va clôturer l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Peut-être juste avant de fermer, où est-ce qu'on peut te retrouver si on était charmé par ton discours et surtout qu'on a envie de progresser en prospection et aller choper plein de pognon. Comment on te contacte Merci d'abord pour l'invitation. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Geoffrey Dulac. J'en ai également un podcast, pardon, pas un podcast, qui s'appelle Je Prospecte. Donc où là, vous allez Ouais, pouvoir cool. apprendre sur des formats très courts des process de prospection. J'ai également une newsletter qui a le même nom que le mien. Et enfin, une petite chaîne YouTube et Instagram où vous pouvez bien sûr me retrouver et échanger. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai très heureux de pouvoir y répondre et surtout de vous réconcilier avec voilà, cette thématique, je sais, qui pose problème, mais qui est finalement un jeu. Trop bien, merci beaucoup Geoffrey. Merci à toi qui nous a regardé ou qui nous a écouté. N'hésite pas, je te souhaite plein de réussite pour décrocher des clients et faire un max de pognon. Si tu souhaites me remercier et tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Et puis, soit la note 5 étoiles si tu es sur l'audio, soit le petit pouce sur YouTube. Ça m'aidera beaucoup à remonter dans les méandres de l'algorithme. Merci à toi et à la prochaine pour un super épisode. Ciao, ciao.